installez-vous dans le noir, mettez votre casque, vérifiez que toutes les portes sont bien fermées. Bienvenue dans cette nouvelle nuit d'horreur. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1966, 8 étudiantes infirmières vont être massacrées à Chicago, à cause d'une erreur judiciaire qui a permis à Richard Speck de retrouver la liberté plus tôt, alors qu'il aurait dû être derrière les barreaux cette nuit-là. Comment Speck s'est-il retrouvé libre ce soir-là ? Grâce au témoignage de l'unique survivante, nous allons revivre minute par minute cette terrible nuit. Mais ce n'est pas tout. Après le massacre, la police va interpeller Richard Speck, saisir son arme et pourtant le laisser repartir. Le 13 juillet 1966, Corazon verrouille la porte de sa chambre et s'apprête à éteindre la lumière. Mais sa colocatrice, Merlita Guargulo, lui demande de la laisser allumer le temps de terminer ses prières. Corazon monte alors dans son lit superposé et s'endort. Vers 23h, 4 coups résonnent contre la porte de la chambre. Les coups sont calmes, presque banals. Réveillé en sursaut, Corazon regarde l'horloge posée sur la commode. Il est environ 23h. Pensant probablement qu'il s'agit d'une autre étudiante, elle se lève et se dirige vers la porte. Mais dès qu'elle entrouvre, quelqu'un pousse violemment la porte. Face à elle se tient un inconnu. L'homme est immobile, debout au milieu de l'encadrement. Dans sa main droite, il tient un revolver pointé droit sur elle. Mais avant cette nuit d'horreur, une question demeure. Comment Richard Speck en est arrivé là ? Eh bien pour ça, il faut remonter dans son passé. Richard Franklin Speck, il est né le 6 décembre 1941 et il est mort le 5 décembre 1991. C'était un tueur en série qui a tué 8 étudiantes infirmières de l'hôpital communautaire de South Chicago le 14 juillet 1966. Speck, il est né à Kirkwood, dans l'Illinois. Il est le 7e d'une fratrie de 8 enfants. Il a grandi dans une famille religieuse. Son père est décédé lorsqu'il avait 6 ans. Il était fréquemment battu par son beau-père, un homme alcoolique. Il fréquentera des garçons plus âgés à l'adolescence et il sombra rapidement dans l'alcool, les bagarres et la prostitution. En 1951, sa famille elle déménage à East Dallas. Alors il fut brièvement marié de 1962 à 1966, c'est une union qui est plutôt marquée par la violence. En janvier 1966, 6 mois avant le meurtre des étudiantes infirmières, sa femme Shirley elle va demander le divorce. Son épouse elle va affirmer que Speck il l'aurait violée sous la menace d'un couteau, prétextant qu'il a besoin d'avoir 4 à 5 rapports sexuels par jour. Et Speck il va passer une grande partie de son mariage en prison. En juillet 1963, Richard Speck il est condamné pour faux et usage de faux. Il reçoit une peine de 3 ans, mais il est libéré au bout d'environ 16 mois pour bonne conduite. Le 27 janvier 1965, Speck il attaque Mary Keogh, c'est une femme de 53 ans. Il la menace avec un couteau d'environ 40 cm, il va tenter de la faire monter dans sa voiture, elle va résister, elle va se débattre. Il y a un voisin qui entend les cris, il va intervenir. Il est donc condamné à 16 mois de prison en janvier 65 pour avoir agressé Mary au couteau. Mais il avait déjà une autre peine qui était en cours pour d'anciens délits, et la prison s'est trompée dans ses dossiers. Il va considérer qu'il a terminé toutes ses peines, et il sera donc libéré le 2 juillet 1965, après seulement 6 mois au lieu de 16. En janvier 1966, bagarre au couteau à Dallas. Speck il est accusé d'agression aggravée, mais comme c'est une bagarre et qu'ils étaient tous les deux ensemble, l'accusation elle a finalement réduit la peine à un simple trouble à l'ordre public. Il va recevoir une amende de $10 et 3 jours de prison. En mars 1966, il revient à Chicago près de sa famille. Avant les meurtres d'infirmières, Speck il est connu pour avoir été arrêté pour cambriolage et coup de couteau. Bien qu'il ait échappé au viol de Virgil Harris, une femme de 65 ans. C'est une habitante de Monmouth, dans l'Illinois. Dans la nuit du 3 avril 1966, un homme, armé d'un couteau, s'est introduit chez elle. Il l'a ligotée, lui a bandé les yeux, l'a violée, puis a fouillé sa maison avant de repartir avec quelques objets et $2,50. Concernant les poursuites, c'est un peu flou parce que Speck à ce moment-là, il n'a pas été condamné pour viol. Quelques jours plus tard, le 19 avril, la police va découvrir chez lui justement les objets volés chez Virgil Harris. Ils vont trouver une radio, des bijoux, mais Speck à ce moment-là, il a déjà quitté la ville. Mais avant que la police retrouve ses bijoux chez Speck, il a eu le temps de commettre un autre délit un petit peu avant. Dans la nuit du 9 avril 1966, Mary Kay Pierce, une serveuse de 32 ans, disparaît après son service. Son corps il sera retrouvé quelques jours plus tard, le 13 avril, derrière le bar où elle travaillait.
Elle avait subi un violent coup à l'abdomen qui avait provoqué une rupture du foie. Speck fréquentait régulièrement cet établissement et connaissait la victime. Des témoins même affirment que Speck s'intéressait beaucoup à elle. Les enquêteurs l'interrogent et le considèrent comme un suspect sérieux, mais avant qu'ils puissent l'arrêter ou réunir suffisamment de preuves, Speck a quitté la région. Et pour ces 2 cas-là, qui se sont passés à 6 jours d'intervalle, il a évité un interrogatoire approfondi en quittant la ville. Suite à ça, le 19 avril, il revient à Chicago. C'est le 25 avril que son beau-frère l'emmène au bureau des gardes-côtes pour qu'il puisse s'inscrire et s'engager dans la marine marchande. Grâce à la lumière restée allumée dans la chambre, Corazon distingue parfaitement son visage. Des cicatrices marquent sa peau. Il porte des vêtements sombres et ses cheveux blonds sont coiffés vers l'arrière. À cet instant précis, elle comprend que quelque chose d'horrible est en train de se produire. L'homme la regarde droit dans les yeux et lui pose une seule question. Où sont tes compagnes ? Avant même qu'elle ne puisse répondre, il lui a saisi brutalement l'avant-bras. Dès que Speck l'a saisi, la jeune femme comprend que quelque chose ne va pas, elle est prise de panique, et elle court vers la chambre du fond et elle se réfugie dans un petit placard. Derrière elle, Merlita et Valentina la suivent en courant. En quelques secondes seulement, les 3 étudiantes infirmières se retrouvent cachées dans l'obscurité, tandis qu'un homme vient d'entrer dans la maison. Pendant 5 longues minutes, les 3 étudiantes restent blotties, les unes contre les autres, persuadées que leur vie est en danger. Puis, des coups résonnent contre la porte. Une voix féminine leur lance alors « Sortez, il ne vous fera pas de mal ». Terrifiées, elles finissent par ouvrir le placard. Devant elles se trouvent 2 autres étudiantes infirmières, Suzanne et Nina, vêtues d'une simple nuisette. Mais le regard de Corazon il est immédiatement attiré par une scène plus terrifiante. À quelques mètres d'elle, Richard Speck tient Pamela fermement par la taille. Son revolver noir est braqué en direction des 3 jeunes femmes. À cet instant, Corazon comprend qu'elles ne sont plus face à un simple cambrioleur. Quelques secondes plus tard, Speck relâche Pamela, mais garde son arme pointée sur elle. Il ordonne aux 6 jeunes femmes de s'asseoir au sol, devant la fenêtre de la chambre. Les infirmières obéissent immédiatement. Elles s'installent, côte à côte, les genoux repliés contre elles. Face à elles, Richard Speck. Il finit lui aussi par s'asseoir le long de la porte, les jambes allongées. Le silence est finalement brisé lorsqu'une infirmière lui demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et la réponse tombe « Je veux de l'argent. Je vais à la Nouvelle-Orléans. » Quelques instants plus tard, Pamela tente de calmer la situation. « Nous allons vous donner de l'argent. » Mais Speck ne répond pas. Son revolver reste braqué sur le groupe, prêt à viser la moindre personne qui tenterait de bouger. Il balaie le groupe du regard et demande à chacune combien elle possède. Les réponses tombent les unes après les autres. On entend 5 $, 6 $, 15 $. Puis Corazon répond à son tour. J'ai 10 $. Une à une, les filles vont se lever et lui donner l'argent qu'elles possèdent. Toujours assis sur le sol, lui, Richard Speck, il va récupérer les billets de sa main gauche et les glisse dans sa poche, sans jamais lâcher son revolver. Dans la chambre, le silence retombe. Les 6 étudiantes ont déjà remis tout l'argent qu'elles possèdent. Mais l'homme armé, lui, n'a toujours aucune intention de partir. C'est alors que Speck les compte une par une, en pointant son revolver vers chacune d'elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis soudain, une voix féminine résonne depuis le rez-de-chaussée. Pendant quelques secondes, tout le monde se fige. Speck vient de comprendre. Il n'est peut-être pas seul avec les 6 jeunes femmes. Immédiatement, Richard Speck se met à faire les 100 pas dans la chambre. Il avance sur la pointe des pieds, entre la porte entr'ouverte et la commode, comme s'il craignait que quelqu'un découvre sa présence. Puis, quelques secondes plus tard, une silhouette se dessine dans l'encadrement de la porte. C'est Gloria Davy. Ignorant totalement ce qui se passe à l'étage, la jeune femme s'apprête à entrer dans la chambre lorsqu'elle découvre, sous ses yeux, 6 étudiantes assises sur le sol et un homme armé qui tient la poignée de la porte. Surprise, elle laisse échapper un petit cri étouffé. À cet instant, les 6 prisonnières deviennent 7.
Richard Speck reprend alors sa place, toujours face au groupe. Là, assise au milieu des autres, Gloria, elle ignore encore qu'elle vient de rentrer dans une pièce dont personne ne ressortira vivant. Sauf Corazon. Puis sans prévenir, Speck se lève. Il attrape le drap du lit de Suzanne et se dirige vers le placard coulissant. C'est à cet instant précis que Corazon, elle aperçoit une seconde arme pour la première fois. C'est un petit couteau, dont seule la lame est éclairée par la lumière de la pièce, qui reflète un éclat métallique. Debout devant les 7 étudiantes, Speck tient le drap d'une main et commence à le découper méthodiquement. Dans la chambre, personne ne comprend encore pourquoi il est en train de déchirer les draps, en longues bandelettes de tissu. Une à une, il les dépose autour de son cou, faisant retomber chaque extrémité sur ses épaules. Et l'atmosphère vient de changer. Pour la première fois depuis son arrivée, Richard Speck, il ne réclame plus d'argent. Il est en train de préparer autre chose. Puis soudain, Speck s'accroupit devant Pamela. Sans dire un mot, il lui attache les chevilles avec les bandes qu'il vient de fabriquer. Ensuite, il lui ordonne de se retourner vers la fenêtre afin de lui attacher les poignets. À cet instant, les 7 étudiantes comprennent que la situation vient de basculer. Quelques minutes plus tôt, Speck réclamait de l'argent, et désormais il commence à ligoter ses victimes une par une. Puis il se dirige vers Gloria et s'agenouille devant elle à son tour. Accroupi devant Gloria, Richard Speck commence à lui attacher les chevilles, et la jeune femme lui demande « Pourquoi vous faites ça ? Nous sommes étudiantes infirmières. » Speck aurait relevé la tête, il aurait esquissé un sourire et répond « Ah, vous êtes étudiante infirmière ?» Pour les 7 étudiantes infirmières maintenant, il n'y a plus de doute. Speck, il n'est pas là seulement pour voler de l'argent, et ce n'est que le début du cauchemar. Mais alors qu'il s'apprête à attacher Suzanne, il tente quand même de rassurer les jeunes femmes. « N'ayez pas peur, je ne vais pas vous tuer. » Mais quelques secondes plus tard, un bruit inattendu retentit dans toute la maison. La sonnette de l'entrée. Dans la chambre, l'une des étudiantes murmure « Il y a quelqu'un en bas !» Speck s'interrompt immédiatement. Sans dire un mot, il désigne Corazon et Merlita avec son revolver. Les 2 jeunes femmes se lèvent, elles quittent la chambre et commencent à descendre les escaliers sous la menace de son arme. À cet instant, les 5 autres étudiantes restent seules à l'étage. Arrivée devant la porte d'entrée, Corazon l'ouvre avec précaution. Dehors, il n'y a personne. Mais pendant qu'elle regarde dans la rue, elle sent le canon du revolver enfoncé dans son dos. À côté d'elle, Merlita reste immobile. Corazon finit par murmurer « Il n'y a personne !» Sans un mot, Speck ordonne alors aux 2 jeunes femmes de remonter. Une fois revenue au 2e étage, Corazon ressent toujours la pression du revolver dans son dos. Elle et Merlita retournent s'asseoir exactement à la même place, dans la chambre sud, comme si rien ne s'était passé. Quelques secondes plus tard, Speck lui ordonne de se retourner vers le mur. Il lui attache alors les poignets dans le dos. Et pour la première fois depuis le début de la nuit, Corazon remarque un détail précis. Elle sent l'odeur de l'alcool dans son haleine. Depuis le début, Speck ne cesse de jeter des coups d'œil à travers la fenêtre de la chambre. Corazon se souviendra qu'il regardait sans arrêt à l'extérieur, comme s'il craignait l'arrivée de quelqu'un. Pendant qu'il parle aux étudiantes, il manipule également son revolver, faisant résonner des petits claquements métalliques dans la pièce. Puis, pour la première fois depuis qu'il a commencé à ligoter les jeunes femmes, Speck se relève. Il traverse la chambre et s'arrête devant Pamela. Sans dire un mot, il sort le même couteau qui lui a servi à découper les draps et commence à la détacher. À cet instant, les autres étudiantes ignorent encore pourquoi Speck vient de libérer la première victime qu'il avait ligotée. Debout devant Pamela, Richard Speck coupe les liens qui entourent ses chevilles. Puis, il lui saisit fermement l'avant-bras, le revolver dans la main droite, pointé dans son dos. Il la force à quitter la chambre. La porte reste légèrement entrouverte derrière eux. Dans la pièce, les 6 autres étudiantes restent immobiles, attachées les mains dans le dos, incapables de comprendre ce qui est en train de se passer. Puis, environ 1 minute plus tard, Corazon entend un seul son. Ah ! Un souffle, un soupir étouffé. Et puis, plus rien.
Quelques minutes passent dans un silence absolu. Soudain, deux autres étudiantes, Marianne et Suzanne, apparaissent dans l'encadrement de la porte. Elles viennent d'arriver à la résidence et découvrent la scène qui se déroule sous leurs yeux. À peine ont-elles eu le temps de comprendre ce qui se passe que Richard Speck apparaît derrière elles. Debout près du placard coulissant, le revolver à la main, il leur ordonne « Vous deux, venez ici !» Terrifiées, les deux étudiantes hésitent. Elles restent immobiles quelques instants, incapables d'avancer, complètement déboussolées. Alors Speck hausse brutalement la voix. « Vous deux, venez ici !» Cette fois, Marianne et Suzanne n'ont plus le choix. Sous la menace du revolver, elles traversent la chambre pendant que Speck les suit de près. Corazon regarde les trois silhouettes disparaître dans le couloir. Puis, pour la première fois depuis le début du cauchemar, Speck referme complètement la porte derrière lui. Une fois Marianne et Suzanne sorties de la chambre, dans le silence qui suit, Corazon entend les voix étouffées venant du couloir. Plus tard, elle décrira ces sons comme des cris à voix basse, comme si les deux étudiantes résistaient, mais sans pouvoir distinguer leurs paroles. Puis, le silence revient. 20 longues minutes passent. Attachées au sol, les jeunes femmes n'ont aucun moyen de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Pendant l'attente, Corazon entend soudain un autre bruit. De l'eau qui coule dans la salle de bain. 20 minutes après avoir quitté la chambre avec Marianne et Suzanne, Richard Speck réapparaît enfin dans la chambre. Sans prononcer un mot, il s'approche de Nina. Avant de la relever, il découpe les liens qui entourent ses chevilles avec le même couteau utilisé pour découper les draps. Puis, dans un geste glaçant, il pointe lentement son revolver vers chacune des étudiantes encore attachées au sol. Il ne dit rien. Le message est pourtant parfaitement clair. Personne ne doit bouger. Speck attrape ensuite l'avant-bras de Nina et la force à se lever. Derrière elle, Speck la suit avec son revolver braqué dans son dos, comme lorsqu'il a emmené Pamela. Il laisse la porte légèrement entrouverte derrière eux. Dans la chambre, les survivantes restent seules, incapables de savoir ce qui attend Nina de l'autre côté du couloir. Dès que Richard Speck quitte la chambre, Corazon comprend qu'elle doit agir. Malgré ses poignets et ses chevilles attachées, elle se tourne sur le côté, roule lentement sur le ventre et parvient à se glisser sous le lit de Valentina. Sa tête dépasse légèrement du sommier. Autour d'elle, Suzanne, Merlika et Valentina tentent elles aussi de changer de position, tandis que Gloria reste immobile sur le lit de Pamela, toujours ligotée. Le silence envahit la chambre. Puis une nouvelle fois, Corazon entend de l'eau couler dans la salle de bain. Quelques instants plus tard, Corazon aperçoit de nouveau Richard Speck. Cette fois-ci, il traîne Valentina hors de la chambre, toujours ligotée. La jeune femme n'est même pas capable de marcher. Assise sur le sol, tournée vers le mur ouest, elle est tirée par le bras jusque dans le couloir. Speck ne l'a pas détachée. Caché sous le lit, Corazon observe la scène sans pouvoir intervenir. Environ 2 minutes après leur départ, un cri retentit dans l'appartement. Corazon entend Valentina pousser un « Ah !» plus fort que les deux victimes précédentes. Puis, comme à plusieurs reprises au cours de la nuit, le bruit de l'eau qui coule résonne à nouveau dans la salle de bain, pendant quelques secondes. Speck finit par revenir seul une fois de plus dans la chambre au sud. D'après le témoignage de Corazon, il sera resté environ 20 minutes hors de la pièce avec Valentina, toujours cachée sous le lit. Elle le voit s'approcher de Merlika. Terrorisée à l'idée d'être découverte, elle plaque immédiatement son visage contre le sol. Lorsqu'elle relève les yeux, la jeune femme est toujours ligotée, et cette fois-ci, il la porte entièrement avant de disparaître également dans le couloir. 5 minutes plus tard, elle va entendre une voix briser le silence. Un seul mot, Mazikit. Dans sa langue maternelle, ce mot signifie « ça fait mal ». Puis, comme après chaque disparition, le même bruit retentit à nouveau. L'eau qui coule quelques instants dans la salle de bain. 30 minutes passent avant qu'il ne revienne seul une fois de plus dans la chambre au sud. Corazon n'a pas bougé. Depuis tout ce temps, elle est toujours allongée, sous le lit, immobile. À son retour, Speck se dirige immédiatement vers Patricia, la dernière jeune femme encore présente sur le sol de la pièce. Corazon baisse une nouvelle fois la tête, mais elle entend distinctement Speck demander
Es-tu la fille avec la robe jaune ? Il avait déjà dû les observer auparavant. Et dans un dernier espoir, Patricia lui répond « Pourriez-vous d'abord détacher mes chevilles, s'il vous plaît ?» Caché sous le lit, Corazon entend Patricia supplier une dernière fois. « S'il vous plaît, détachez d'abord mes chevilles. » Quelques secondes plus tard, elle relève discrètement les yeux et elle aperçoit Patricia et Richard quitter la chambre. Peu après leur départ, une voix résonne dans l'appartement. « Allonge-toi ici. » 1 minute passe, puis Richard Speck répète l'ordre, cette fois-ci d'une voix beaucoup plus forte. « Allonge-toi ici !» Comprenant qu'elle est désormais seule dans la chambre, Corazon décide de prendre encore moins de risques. Elle rampe complètement sous le lit de Valentina, jusqu'à faire disparaître la moindre partie de son corps visible. Allongée dans l'obscurité, le visage tourné vers la porte coulissante du placard, elle attend, immobile, le retour de Richard. 35 à 40 minutes plus tard, il revient une nouvelle fois dans la chambre. Pendant tout ce temps, Corazon n'a entendu aucun bruit. En se cachant sous le lit, elle aperçoit Speck s'asseoir sur le lit où Gloria Devi est toujours ligotée. Il fait face à la porte d'entrée, juste devant la jeune femme. Gloria est là, allongée sur le côté, tournée vers le mur. Ses poignets sont toujours attachés derrière son dos. Pendant quelques instants, Speck reste assis près d'elle. Il la regarde. Puis il se lève brusquement. Sous les yeux de Corazon, il commence à retirer le jean de Gloria, le tirant d'un coup sec. Cachée dans l'obscurité, elle assiste impuissante aux derniers instants de la dernière victime encore présente dans la chambre. Depuis sa cachette, elle voit Richard Speck se tenir à côté du placard. Soudain, un bruit métallique résonne dans la chambre, celui d'une fermeture éclair qu'on ouvre. Lorsqu'elle relève les yeux, Speck est déjà allongé sur Gloria. Terrifiée, Corazon, elle se plaque immédiatement le visage contre le sol. Quelques secondes plus tard, dans le silence de l'appartement, elle va entendre Richard lui demander « Tu as déjà fait ça auparavant ?» Puis, quelques minutes après, « Pourrais-tu mettre tes jambes autour de mon dos ?» Corazon reste immobile, la tête tournée vers le parquet, incapable de regarder davantage. Pendant près de 20 à 25 minutes, elle entend le sommier grincer au-dessus d'elle, sans jamais oser relever les yeux. Ce n'est qu'environ 5 minutes après que les grincements ont cessé qu'elle va oser regarder. Et lorsqu'elle regarde enfin autour d'elle, Richard Speck et Gloria ont disparu. Comprenant qu'elle se retrouve seule dans la chambre, elle prend une décision désespérée. Quitter sa cachette sous le lit de Valentina. En rampant lentement sur le ventre, elle traverse la pièce dans l'obscurité et se glisse sous la couchette inférieure du lit de Gloria. Une couverture tombe jusqu'au sol le long du lit, lui offrant une protection supplémentaire. Malgré cela, un petit espace lui permet encore d'observer une partie de la chambre. Allongée sur le ventre, immobile, Corazon attend dans un silence absolu, sans savoir si Richard reviendra une dernière fois. Caché sous la couchette inférieure du lit de Gloria, Corazon entend soudain des pas s'approcher dans la chambre. Richard est revenu une dernière fois. Dans le silence de l'appartement, Corazon entend alors des pièces de monnaie s'entrechoquer à l'intérieur d'un sac à main. Puis, quelques instants plus tard, Speck quitte finalement la pièce. Cette fois, il laisse la porte grande ouverte. Et avant de partir, il éteint la lumière. La chambre est alors plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la faible lueur provenant de l'extérieur. Selon Corazon, Speck est resté absent 45 à 50 minutes avec Gloria. Plus longtemps qu'avec toutes les autres victimes. Persuadée qu'il pourrait revenir, elle est restée cachée sous le lit pendant encore environ 2 longues heures, immobile dans le noir absolu. Puis à 5 heures du matin, le silence est brisé par la sonnerie d'un réveil. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, Corazon décide d'agir. Toujours allongée sur le ventre, elle commence à forcer ses liens et parvient peu à peu à se libérer les poignets. À cet instant, elle prend son courage à 2 mains. Elle rampe jusqu'au lit de Suzanne et elle jette un regard autour d'elle. Personne ne bouge. Alors pour la première fois depuis des heures, elle se relève. En traversant l'appartement, elle aperçoit un corps, étendu dans la salle de bain, sans parvenir à l'identifier. Puis, elle arrive devant sa chambre. La porte est grande ouverte. À l'intérieur, 3 corps gisent dans une mare de sang. Sous le choc, Corazon ne reconnaît immédiatement que 2 de ses amis, Suzanne et Marianne. Terrifiée à l'idée que Richard Speck puisse encore se cacher dans l'appartement, elle referme précipitamment la porte derrière elle. Elle grimpe ensuite sur la couchette supérieure de son lit
ouvre la fenêtre et se met à crier à l'aide de toutes ses forces. Après plus de 7 heures d'horreur, Corazon vient enfin de survivre à l'une des nuits les plus meurtrières de l'histoire criminelle américaine. Assise sur son lit, la fenêtre ouverte, elle hurle à l'aide pendant près de 5 minutes, mais personne ne répond. Désespérée, elle prend alors une décision extrêmement dangereuse. Elle grimpe sur le rebord de la fenêtre au-dessus de la 100e rue. Vêtue seulement d'une courte chemise de nuit, elle continue d'appeler au secours pendant près de 20 minutes. Finalement, une femme aperçoit sa silhouette de l'autre côté de la rue. Corazon lui crie d'appeler la responsable de la résidence. Mais avant même que la femme ne puisse réagir, une autre étudiante, Judy Dickton, ouvrit les stores et aperçut une femme de l'autre côté de la rue, au 2319. Perchée sur un rebord, Judy poussa la fenêtre et entendit le cri déchirant de Corazon. « Oh mon Dieu, ils sont tous morts !» Judy courut au 2319. Corazon, accroupi sur le rebord de la fenêtre, tremblait et pleurait. Judy entra dans la maison de ville par la porte et pénétra dans le salon. Elle y trouva Gloria, nue, les mains liées derrière le dos, un morceau de tissu noué si serré qu'un bourrelet de peau débordait du tissu autour de son cou, la tête pendante du canapé, la peau d'un bleu poussiéreux. Après cette découverte, elle s'enfuit vers la maison de ville de la surveillante Madame Bison en criant « Il y a des problèmes au 19 !» Jack Wallenda fut le premier inspecteur sur les lieux. Il examina les corps un à un. D'abord Gloria, nue, allongée sur le ventre sur le canapé. Un morceau de drap noué par un double nœud. Un nœud trop parfait, trop professionnel. Il remarqua ce qui semble être du sperme entre ses fesses. Des boutons de son chemisier jonchaient les marches. Le tueur les lui avait arrachés en la faisant descendre. Un t-shirt blanc, inscrit BVD, taille 38-40, gisait au sol. Il inspecta la chambre à l'étage et y découvrit le corps de Pamela, bâillonnée, le cœur transpercé d'un coup de couteau. Près d'elle, Suzanne, face contre terre dans une mare de sang. Un bas d'infirmière blanc noué autour du cou. Wallenda compta 18 coups de couteau à sa poitrine et à son cou. Ensuite, Marianne, une amie proche de Suzanne, gisait sur le dos, poignardée 3 fois à la poitrine, 1 fois au cou et 1 fois à l'œil. Il se dirigea ensuite vers la chambre nord-ouest où il trouva Nina, sa chemise de nuit remontée jusqu'à la poitrine, les mêmes bandes de drap nouées autour du cou, par les doubles nœuds caractéristiques. Des coups de couteau formaient un motif rituel, bien que superficiel autour de son cou. À y regarder de plus près, son cou semblait brisé. Sous une couverture bleue, il découvrit Valentina, 24 ans, face contre terre, la gorge tranchée, le larynx sectionné. Jetée sur elle comme une poupée brisée, gisait Merlita, le corps sur le dos, poignardé et étranglé. Il franchit la porte à sa droite. Les jambes de Patricia dépassaient de la salle de bain. Allongée sur le dos, les mains liées derrière le dos, étranglée par un drap doublement noué, sa chemise de nuit remontée sur sa poitrine, sa culotte blanche baissée, laissant apparaître son pubis. On aurait dit qu'elle avait reçu un coup de pied dans le ventre. Des serviettes ensanglantées jonchaient le sol de la salle de bain. Malgré son expérience de détective, Wallenda savait que c'était le pire crime qu'il ait jamais vu. Les policiers ont déployé leur effectif et ratissé les rues alentour. Ils pensaient que seul un individu connaissant bien le quartier pouvait être impliqué. Corazon avait fourni le signalement d'un tueur. Un homme de 1m83, blond, pesant environ 73 kg, avec un accent du sud. Edward Jelozinski, un détective, interrogea un pompiste d'une station-service voisine. Un lieu de rencontre habituel pour les individus louches du coin. Ils interrogent le pompiste. Il leur a confirmé avoir gardé 2 sacs pour un grand blond à l'accent du sud prononcé. L'homme lui avait expliqué avoir raté son bateau et Polo l'avait donc envoyé dans une pension de famille à l'angle de la 94e rue et de Commercial. Edward retourna au syndicat. L'agent du syndicat se souvint d'un marin furieux qui s'était fait avoir par une double affectation. Ces 2 hommes qui sont envoyés pour une seule mission. Vidant la corbeille à papier,
Il en sortit une fiche d'affectation froissée. Il se souvenait que l'homme avait un accent du sud. En fait, il le comprenait à peine. Sur la fiche, on pouvait lire « Richard Speck ». Ils ont également vérifié auprès du service compétent si Speck avait un casier judiciaire. Aucune trace n'a été trouvée localement. Edward, le détective, demande alors à l'agent d'appeler le dernier numéro de téléphone connu de Speck. C'est celui de sa sœur. L'agent informa le beau-frère de Speck que ce dernier devait partir, le syndicat lui ayant trouvé un emploi. Une fois que Speck eut connaissance de ce soi-disant travail qui l'attendait, il rappela l'agent. L'agent lui dit de venir prendre son affectation sur le navire Sinclair Great Lakes. Malin, Speck savait que le Sinclair avait appareillé quelques jours auparavant. Il dit à l'agent qu'il était dans le nord et qu'il lui faudrait 1 heure pour arriver. Évidemment, il ne se présenta jamais. À la place, Speck commanda un taxi. Il attendit à l'intérieur d'un bar et se mit à jouer au billard. Lorsque 3 policiers en civil entrèrent, à la recherche d'un grand blond à l'accent du sud. Richard garda son sang-froid. Il écouta et continua à jouer au billard, à 3 mètres des agents. Le barman ne lui fut d'aucune aide. Lorsque le taxi arriva, il roula en direction du nord et déposa Speck jusqu'à l'hôtel Raleigh, un hôtel miteux. À l'hôtel, Algy Lemhart, un employé, se souvenait de Speck, ivre, avec son accent du sud, entrant avec une jeune femme noire. Il les avait observés, et avant que l'ascenseur ne se referme, il avait entendu la jeune femme l'appeler Richard. 1 demi-heure plus tard, elle était redescendue et avait dit à l'employé que Speck était armé. Le matin, Lemhart parla à Hoolinger, sa patronne, de l'homme armé. Méfiante et troublée, elle appela la police pour éclaircir la situation. 2 agents arrivèrent à 8h30, venus du commissariat du 18e arrondissement, situé à quelques rues de là. Speck, encore sous l'effet de l'alcool, se réveilla et vit 2 policiers penchés sur lui. Il était allongé, tout habillé, sur son lit, un pistolet dépassant de l'oreiller. Les policiers demandèrent à Speck pourquoi il avait une arme. Il nia et affirma qu'elle appartenait à la prostituée. À la question de son nom, il répondit « Richard Speck ». La police a fouillé son portefeuille et y a trouvé sa carte d'identité de marin et son passeport. Rien ne permettait encore de faire le lien. Les policiers ont dit à la gérante que Speck était inoffensif. Les policiers continuaient de suivre les pistes dans le Southside, ignorant que Speck s'était échappé. De retour au quartier général, la police de Chicago demanda au FBI de vérifier les empreintes digitales de Speck. On avait pu le localiser au Shipyard Inn, à l'hôtel donc, et à la compagnie de taxi commercial. Le chauffeur déclara à la police l'avoir déposé à Cabrini Green. Des policiers armés de fusils furent dépêchés sur place. Après avoir été repéré donc par les policiers dans cet hôtel, il va décider de partir discrètement, donc il va prétexter le besoin de partir à la laverie, à Madame Hoolinger et Lemhart, et ils le virent partir pour ne jamais revenir. 15 minutes exactement après le départ de Speck, 2 inspecteurs entrèrent et montrèrent une photo de lui aux employés. Madame Hoolinger fixa la photo, les yeux écarquillés. « C'est lui, c'est Richard, il vient de partir !» Par la suite, grâce aux traces d'empreintes, la police arriva à remonter la piste de Speck, et un avis de recherche fut diffusé contre Speck dans le journal. Le public allait enfin connaître l'identité du meurtrier. Speck sentit le vent tourner. Il s'achète une dernière bouteille de vin, puis se glisse dans les toilettes de l'hôtel Star, là où il venait de s'arrêter. Il brisa la bouteille et se taillada le poignet et l'intérieur du coude. Une traînée de sang mena à une cabine, non pas à la sienne, mais à celle de son ami qu'il venait de rencontrer en beuverie, One Eyes. Cherchant toujours à dissimuler son identité, il changea de cabine. Speck gisait sur son lit de camp, ensanglanté, des journaux éparpillés sur le sol, le regard coupable fixé sur sa propre photo. One Eyes, donc son ami, faisant sa tournée après le travail, aperçut les journaux avec la photo de Speck. Il retourna au Star, c'est l'hôtel, et se retrouva au beau milieu de la tentative de suicide de Speck. One Eyes partit et appela anonymement la police, signalant que l'homme recherché se trouvait à l'hôtel Star. La police n'envoya aucune patrouille. Speck fut transporté d'urgence à l'hôpital du comté de Cook suite à l'appel du personnel de l'hôtel. Le même hôpital où furent déposés les corps des infirmières. Aux urgences,
L'infirmière Katie O'Connor préparait Speck. Leroy Smith, un interne de première année, examina ses blessures. Il remarqua quelque chose de familier. Il vérifia son bras et utilisa sa salive pour nettoyer le sang cherchant un tatouage. Il était là, comme il le soupçonnait. Le tatouage né pour semer le chaos. Smith demanda à l'infirmière d'aller chercher le journal qu'il avait laissé dans une autre pièce. Il compara la photo de Speck. « De l'eau !» suppliait Speck. Smith le saisit par la nuque et serra de toutes ses forces. « Avez-vous donné de l'eau aux infirmières ?» Il laissa retomber sa tête sur le brancard et appela un policier qui gardait un autre patient au bout du couloir. Smith lui dit qu'il avait retrouvé Richard Speck, le suspect des meurtres. Abasourdi, le policier passa les appels nécessaires et ce fut la fin de la fuite pour Richard Speck. Speck, en convalescence à l'hôpital, ignorait que William J. Martin, le procureur principal chargé de l'affaire, avait demandé à Cora de l'identifier. Vêtue d'une tenue d'infirmière, elle fit sa tournée avec une collègue et finit par arriver dans la chambre de Speck. Pendant 3 minutes et demie, elle observa l'homme qu'elle avait vu la nuit du meurtre brutal de ses amis. En quittant la chambre, elle croisa Martin et plusieurs inspecteurs. C'est vraiment lui. L'affaire avance à grands pas. Empreinte digitale, Speck incapable de dire où il se trouvait au moment des meurtres, identification par Cora, des témoins qui le placent dans le secteur au moment des meurtres, un couteau retrouvé dans la rivière Calumet, le t-shirt porté par Speck est retrouvé sur le lieu du crime, et son sperme serait identifié comme étant le sien. Mais lui, Richard Speck, il n'a pas avoué les meurtres. Lors d'entretiens avec le psychiatre Marvin Zibjorn, il lui a répété à plusieurs reprises « Si tout le monde dit que je l'ai fait, c'est forcément moi ». Speck a été déclaré quand même sain d'esprit, mais sociopathe. Le jour du procès, la salle d'audience était bondée par les familles des infirmières assassinées et par de nombreux curieux. Le juge autorisa Cora à poursuivre son témoignage. Il lui a fallu 75 minutes pour expliquer comment Richard Speck avait méthodiquement assassiné les infirmières, une à une. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule au père de Gloria Davy, Martin vit la terreur dans ses yeux, comme s'il revivait les derniers instants de sa fille. Après examen des preuves, le jury il délibère. Le 15 avril 1967, c'est au tribunal du comté de Puera, après 49 minutes de délibération, le jury déclare Richard Speck coupable des meurtres. L'audience fut levée et le juge condamna Speck à mort. Mais Richard Speck, il va quand même échapper à la peine de mort lorsque la Cour suprême modifie sa décision sur le sujet. Il sera condamné à une peine de 50 à 100 ans de prison. Il n'en purgera même pas 20, le 5 décembre 1991, d'un infarctus massif. L'autopsie révélera une hypertrophie cardiaque et des artères obstruées. Quand il ne reste que des traces, nous reconstituons les scènes. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, il y en a qui arrivent très bientôt, je te dis à la prochaine, bye.